Donc bonjour et bienvenue dans cette sixième partie qui traite sur le réseau WLAN. Cette partie-là, je vais la consacrer sur la sécurité des réseaux WLAN. Donc dans cette partie, sixième partie, on va parler premièrement quelles sont les menaces de sécurité sur les réseaux Wireless Local Area Network. Deuxièmement, je vais parler quelles sont les mesures et les défenses contre ces menaces. Et là, je vais parler côté équipementier Huawei. Par la suite, je vais parler dans une troisième partie sur le principe de sécurité de l'authentification. C'est quoi l'authentification et comment on peut gérer l'authentification. La quatrième partie, on va voir quels sont les algorithmes de cryptage utilisés pour crypter les données dans le réseau WLAN et quels sont les algorithmes les plus sécurisés. Donc finalement, on va sortir avec une idée globale sur le principe de l'authentification, de la sécurisation de l'information sur le réseau WLAN. Quelles sont les mesures implémentées par Huawei pour sécuriser les réseaux WLAN et quelles sont les meilleures méthodes d'authentification et les algorithmes de cryptage pour protéger notre réseau WLAN. Alors discutons maintenant quelles sont les menaces qui interviennent sur les réseaux sans fil. Donc on peut les placer en plusieurs catégories. Donc la première catégorie, on peut dire c'est l'intrusion sans fil. Ça veut dire c'est des utilisateurs qui n'ont pas le droit d'accéder à votre réseau peuvent accéder aux ondes sans fil, au service du point d'accès, au système de distribution et donc accéder à votre réseau. Donc la solution ici, de façon rapide, c'est le fait d'utiliser l'authentification. On va dédier toute une partie sur l'authentification pour la discuter. Le volet qui va suivre, c'est les points d'accès. Deuxième menace, c'est les points d'accès indésirables. Ça veut dire, il se peut, de façon non intentionnée ou de façon malveillante, des utilisateurs pouvant implémenter des points d'accès non autorisés dans votre réseau. Et donc, ces points d'accès vont permettre d'accéder aux services de vos réseaux de façon non autorisée. Donc pour cela, il nous faut des systèmes de détection des points d'accès qui ne sont pas autorisés dans nos réseaux. Troisième type de menace, de catégorie de menace, c'est les attaques par déni de service. C'est quoi le déni de service? Ce sont des attaques qui peuvent être intentionnées et des fois des fautes de configuration. Mais le résultat, c'est quoi? C'est le déni de service. Ça veut dire le point de distribution ne pourra pas fonctionner normalement, ne pourra pas nous offrir le service de connectivité qu'on désire. La quatrième catégorie, très utilisée, c'est l'interception des données. Les utilisateurs malveillants peuvent intercepter les données sans fil, vu que les ondes se propagent dans toutes les directions. Donc, ils peuvent installer des modules qui captent les informations envoyées entre le point d'accès système de distribution ou se placer au milieu pour capter les informations utiles, les stocker, puis les décrypter et les analyser. D'autres menaces, telles que le décodage et l'usurpation des adresses, attack man in the middle, des points d'accès sur des points d'accès ou sur du client peuvent surgir, ainsi que les attaques sur les infrastructures réseau. On peut créer une attaque sur infrastructure réseau et cibler les points d'accès sans fil pour stopper le service. Alors, considérons maintenant les attaques de type déni de service. Comme j'ai dit, les attaques déni de service ciblent essentiellement le fait de stopper le service. Alors, le déni de service peut venir de plusieurs raisons. Premièrement, ça peut venir d'une configuration incorrecte des périphériques. Donc, l'administrateur peut modifier accidentellement un paramètre de configuration, ou des privilèges administrateurs et ça peut intentionnellement désactiver le réseau WLAN. Ça peut désactiver le système de distribution ou le point d'accès. Donc, il ne faut pas être
directement suspicieux et dire voilà c'est une attaque, peut-être que c'est juste un problème de configuration. Pas la peine d'inciter à une panique de sécurité. Le deuxième point, c'est une perturbation volontaire des communications sans fil par un utilisateur malveillant. Donc, maintenant, il se peut qu'un utilisateur malveillant puisse placer un module qui peut causer ou bien des interférences, ou bien c'est une attaque par trame qu'on va voir tout de suite. Les attaques par interférence, par interférence accidentelle. Dans les attaques accidentelles, vu que le système Wi-Fi fonctionne, surtout celui de 2,4 GHz, fonctionne sur une bande utilisée par plusieurs dispositifs, à savoir les babyphones, à savoir les téléphones sans fil, à savoir les micro-ondes. Donc, ces environnements-là, l'infrarouge, peuvent générer des interférences sur le système de distribution et donc interférer la communication. Je vais vous montrer par la suite une méthode rapide et efficace d'analyse radio pour savoir d'où vient l'interférence et comment on peut changer de canal pour éviter ce genre de problème. Les bandes de fréquence autour de 5 GHz sont bien sûr moins ciblées par ces attaques d'interférence, par ces problèmes d'interférence accidentelle. Voyons voir maintenant l'attaque des nids de service par un utilisateur malveillant. Donc ici, un utilisateur malveillant pourra utiliser la technique CSMACA utilisée pour réguler la communication sur le réseau sans fil pour bloquer la communication. Alors comment il va faire? Vous vous souvenez que j'ai dit que les trames de contrôle sont des trames qui n'étaient pas cryptées. Ils ne sont pas cryptés. Donc, tout le monde pourra utiliser ces RTS. Comme j'ai dit, je rappelle, RTS c'est Request to Send. Et le CTS c'est Clear to Send, c'est l'autorisation à envoyer des données, puis on envoie les données, puis on acquitte. D'autres utilisateurs par la suite pourront utiliser le canal. Imagine maintenant qu'un utilisateur malveillant utilise des transmissions simultanées de CTS périodiques. Alors tous les utilisateurs en écoute vont écouter le CTS, vont dire tiens, il y a un utilisateur qui a l'autorisation d'accès au canal, et c'est pas moi. Alors, je dois décaler ma transmission en fonction de la valeur nav dans le CTS. Et comme ça, tous les utilisateurs se mettront en attente. L'utilisateur a réussi donc d'interrompre le service. Donc, revenons maintenant à la deuxième menace de sécurité. C'est les points d'accès ou les systèmes de distribution sans fil non autorisés. Donc un point d'accès non autorisé, ça peut être un point d'accès au routeur Wi-Fi qui est connecté au réseau d'entreprise sans autorisation explicite et en violation de la stratégie de l'entreprise. Ça veut dire on peut être en présence d'un employé de l'entreprise qui est de façon non, il n'a pas de connaissance sécurité, va venir, son ordinateur personnel a les droits de sécurité, il va créer un hotspot facilement à partir de son ordinateur, qui a des droits de sécurité pour l'accès au réseau interne, et donc pour créer un réseau sans fil ouvert. Donc un utilisateur malveillant pourra s'approprier, utiliser cette connexion-là pour accéder aux ressources de l'entreprise privée. Donc ça, c'est un problème qui est très critique vis-à-vis de la sécurité de l'entreprise. Et donc, on doit s'acquérir des moyens pour détecter les points d'accès non autorisés, sans fil non autorisés, et ainsi intervenir pour les arrêter. Un autre point qui est critique, c'est le fait qu'un utilisateur mal intentionné pourra implémenter son point d'accès Wi-Fi dans un réseau, par exemple, public, tel que les aéroports ou les cafés publics, et vous offrir un service intermédiaire, utilisant l'attaque man in the middle,
Ainsi, il peut capturer vos données. Et donc, par la suite, les analyser et déduire les codes, par exemple, de votre compte bancaire ou vos informations personnelles. Donc, l'un des attaques les plus sophistiquées qu'un utilisateur malveillant peut lancer est appelé l'attaque Man in the Middle. Il existe plusieurs méthodes pour créer une attaque, Man in the Middle. L'une des formes les plus populaires de l'attaque, son fil est appelé hameçonnage ou au point d'accès. Alors, le pirate introduit un point d'accès non autorisé et le configure avec le même identifiant SSID qu'un point d'accès légitime. Les lieux offrant une connexion Wi-Fi gratuite, par exemple, tels que les aéroports, les cafés, les restaurants, sont des véritables foyers d'infection pour ce type d'attaque, donc en raison du mode d'authentification ouvert. Supposons maintenant que je suis un utilisateur dans un café, j'ai une connexion ouverte, offerte gratuitement. Alors là, j'ai un utilisateur malveillant qui broadcast le même SSID que le réseau ouvert du café sur un canal approprié, sans interférence avec le canal du café, avec une puissance qui est grande par rapport à l'utilisateur. Donc l'utilisateur, le module Wi-Fi, va scruter les canaux, il va trouver que le Wi-Fi proposé, le signal Wi-Fi proposé par le hacker avec le même SSID est plus fort que le réseau standard. Alors il va s'associer avec le réseau du hacker. Alors le hacker va prendre les informations de l'association, il va rediriger les informations vers le réseau réel, comme ça il est au milieu entre le réseau réel et l'utilisateur. Maintenant, c'est libre à lui de prendre toutes les informations de l'utilisateur, de les stocker, de les analyser, et comme ça, il peut récupérer l'ensemble des informations, le mot de passe de l'utilisateur, ses informations personnelles, l'accès au réseau et bien sûr compromettre la sécurité de cet utilisateur. Alors, la capacité à mettre en échec une telle attaque dépend de la sophistication de l'infrastructure réseau et de la vigilance de l'activité de surveillance du réseau. Le processus commence par l'identification des périphériques légitimes, autorisés sur le WLAN. Pour ce faire, les utilisateurs doivent être authentifiés. Une fois tous les périphériques légitimes connus, donc autorisés, ils sont connus, alors il est possible de surveiller le réseau en cherchant les périphériques ou les trafics anormaux, ça veut dire les utilisateurs non légitimes. Les réseaux locaux sans fil d'entreprise, dotés de périphériques WLAN de pointe, procurent aux administrateurs des outils qui, ensemble, font office de service de protection contre les intrusions sans fil. Alors ces outils incluent des scanners qui identifient les points d'accès non autorisés, les réseaux ad hoc qui ne sont pas autorisés, et une fonctionnalité radio resource management qui surveille la bande RF à la recherche d'une activité ou d'une charge de points d'accès. D'ailleurs, un point d'accès qui est plus occupé que le normal doit alerter l'administrateur. Donc, si on trouve un point d'accès qui est à charge plus que la normale, donc on doit alerter l'administrateur pour qu'il puisse identifier ce que c'est un comportement normal ou c'est un comportement à erreur. Alors maintenant, nous avons déjà présenté de façon résumée quelles sont les menaces dans le réseau WLAN. Alors maintenant, on va présenter quelles sont les défenses contre ces menaces. Alors, à partir de maintenant, je vais parler des solutions proposées par UA pour contrer ces menaces-là. Donc, 3 solutions.
sont envisageables pour contrer les menaces WLAN. La première, c'est User Authentication, c'est l'authentification des utilisateurs. Regardez, ensure that only authorized clients and trust access points are associated. Ça veut dire, c'est d'assurer que juste les clients autorisés et les access points, les points d'accès trust, ça veut dire de confiance, qui sont autorisés à accéder au réseau. Ça, c'est l'aspect de l'authentification dans sa globalité. Le deuxième volet, c'est Data Encryption. C'est le cryptage des données. Ça veut dire assurer que les paquets en émission et en réception sont cryptés et donc sécurisés. Les systèmes d'attaque et de défense. Les systèmes d'attaque et de défense, leur objectif sont des systèmes évolués, dont l'objectif est de premièrement tracer et de suivre les attaques, et deuxièmement les bloquer et les stopper. On va parler de WLAN Intrusion Detection System, c'est le système de détection des intrusions. On va parler de WLAN Intrusion Prevention System, système de prévention des attaques. Alors, concernant les systèmes de défense contre les menaces, WITS et WIPS. C'est quoi WITS? On vient d'en parler. C'est Wireless Intrusion Detection System, détection d'intrusion. Et WIPS, c'est Wireless Intrusion Prevention System. Donc, des solutions proposées par Huawei. Alors, Huawei propose 3 catégories WITS et IPS. La première catégorie, très léger, c'est pour les petites entreprises, très petites entreprises. Donc, c'est le fait d'utiliser des contrôles d'accès basés sur des whitelists et des blacklists. Ça veut dire des listes d'access points des clients de confiance et là, les listes des access points et des clients qui sont non autorisés, des clients dangereux. Alors, vu que c'est un cas qui est justifié, vu que l'entreprise est très très petite, donc on peut localiser point d'accès par point d'accès, donc 1 ou 2 points d'accès. Les clients sont très très limités, inférieurs à 10, voire un tout petit peu plus que 10, donc on peut voir leur dispositif, leur smartphone ainsi que leur ordinateur pour les inscrire, leur adresse MAC pour les inscrire dans une whitelist pour les autoriser. Alors dans le cas des small and medium enterprise, ça veut dire les entreprises de moyenne taille, on peut utiliser un système de Wireless Intrusion Detection System. C'est un système de détection des intrusions. Et là, donc, on est face à un système automatisé pour seulement détecter les intrusions et alerter l'administrateur et non pour intervenir. Donc ce genre de système se justifie. Lorsqu'on a une entreprise de taille moyenne, l'administrateur peut aller sur le lieu et intervenir pour contrer l'attaque lui-même. La troisième catégorie, pour les médiums et les grandes entreprises de très grande taille. Donc, dans le cas, on a un système, ce qu'on appelle de Rogue Detection, de Device Detection, pour détection des ordinateurs non autorisés, des clients non autorisés, et l'identification, ainsi que pour aussi contrer les attaques et pour se défendre. Donc, c'est un système qui est tout à fait automatisé, qui va détecter les attaques et contrer les attaques. Donc ça se justifie dans le cas d'une large, grande entreprise. On ne peut pas attendre que l'administrateur intervienne sur le lieu. Donc on doit automatiquement essayer de contrer l'attaque et, bien sûr, en parallèle, prévenir l'administrateur. Alors, pour l'élaboration de la défense contre les menaces, système WITS et WIPS, ça veut dire détection et prévention, Huawei a créé 3 catégories de points d'accès, ou de modes points d'accès. Donc le premier mode, c'est le mode Access Point, mode d'accès standard. Dans le mode d'accès standard,
un point d'accès, fonctionne de façon d'un point de distribution standard. Ça veut dire qu'il reçoit les demandes des clients, il répond à la demande des clients, il va servir les clients. Il ne fait ni détection ni monitoring. Alors, dans le mode monitor mode, un point d'accès sera dédié à scruter l'interface, à scruter les ondes radio et à enregistrer l'ensemble des trains pour les analyser et pour détecter s'il y a des points d'accès non autorisés ou des communications non autorisées ou suspicieuses. Dans le mode hybride, le point d'accès fera le double rôle. Le rôle d'un mode accès, ça veut dire il va servir les utilisateurs, et le deuxième rôle qui est le rôle de monitoring. Ça veut dire scruter et détecter les clients et les points d'accès ou les PSS non autorisés. Alors, maintenant, quel est l'algorithme utilisé par le système WITS et WIPS pour détecter les points d'accès, le système de distribution non autorisés? Alors, on va procéder comme suite. Donc, premièrement, on va voir si le point d'accès est déjà dans la liste des attaqueurs. Si oui, donc c'est un point d'accès non autorisé. Sinon, on va aller au second test. On va voir si le point d'accès est déjà dans la liste des adresses MAC autorisées de confiance. Alors là, on va automatiquement autoriser le point d'accès. Deuxièmement, si on ne trouve pas dans l'adresse de confiance, on va voir si ce point d'accès diffuse le SSID autorisé, les listes des SSID autorisés. Si oui, on va continuer, sinon c'est un point d'accès qui diffuse un SSID qui n'est pas autorisé, donc on va le rediriger vers les points d'accès attaqueurs. On va le bloquer. Eh bien, si il diffuse un des SSID autorisé dans la liste, autorisé par l'administrateur, on va passer au dernier test. Si le point d'accès est dans la liste des vendeurs autorisés, alors on va dire c'est OK, donc c'est un point d'accès autorisé. Si on trouve une liste de vendeurs qui n'est pas dans la liste de vendeurs autorisée par l'administrateur, donc c'est sûrement un point d'accès qui vient de l'extérieur, donc c'est un point d'accès attaqueur. Donc c'est ça la procédure suivie par le système WITS de UA pour détecter un point d'accès non autorisé. Alors maintenant, comment on fait? On a vu comment on fait pour détecter un client, un point d'accès non autorisé. Maintenant, comment on va faire pour le système WITS et WIPS de UA détecte les clients non autorisés. Donc on va prendre premièrement l'adresse MAC du client. On va voir si le client il est déjà dans la blacklist, la liste des attaqueurs. S'il est dans le blacklist, directement c'est un client qui n'est pas autorisé. Mais s'il n'est pas dans le blacklist, on va voir si ce client-là il est déjà dans la liste de confiance, le whitelist. Si dans le whitelist, alors c'est un client automatiquement autorisé, pas la peine de continuer le test, on va autoriser le client. Maintenant, si le client n'est pas dans le whitelist, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser l'adresse MAC, le PSSID, du point d'accès où le client s'est associé. On va voir si ce point d'accès il est autorisé ou il n'est pas autorisé. Si le point d'accès sur lequel le client a fait l'association, son adresse MAC il n'est pas autorisé, alors directement c'est un client qui sera non autorisé. Si l'adresse MAC du point d'accès il est autorisé, donc le client il est autorisé, le point d'accès il est autorisé, alors automatiquement on va voir que le client sera autorisé. Alors maintenant, sachons le fonctionnement du système de détection des intrusions. Alors, comment le système de prévention d'intrusion fonctionne avec la technologie de UA? Alors, lorsque le système de détection d'intrusion détecte par exemple un point d'accès qui est non autorisé, automatiquement
le PSSID du point d'accès non autorisé sont recensés, sont enregistrés, et ces informations. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le monitoring? Le point d'accès de monitoring va attaquer le point d'accès non autorisé. Comment il va l'attaquer? Il va envoyer, broadcaster, en broadcast, une trame de gestion qui est une trame de désauthentification. Alors, tous les clients qui seront liés au point d'accès non autorisé seront automatiquement déconnectés de ce point d'accès. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si on a un client qui est non autorisé, alors le monitoring access point, le point d'accès de monitoring, peut envoyer ce qu'on appelle une fake désauthentification frame. Une frame de désauthentification qui sera envoyée au point d'accès, à l'ordinateur qui est non autorisé, à la connexion qui est non autorisée, pour, bien sûr, avec son adresse MAC, avec l'adresse du point d'accès utilisé, pour désauthentifier le point d'accès, l'utilisateur qui n'est pas autorisé. Aussi, la même solution pourra être utilisée lorsqu'on a des réseaux ad hoc. Lorsqu'on a des réseaux ad hoc qui ne sont pas autorisés, entre deux clients par exemple, alors qu'est-ce qu'il va faire le point de monitoring? Il va utiliser le BSSID et l'adresse MAC de l'utilisateur qui a créé le réseau ad hoc. Il va envoyer à son client une requête de désauthentification pour arrêter cette connexion-là. Donc c'est comme ça que comment les points d'accès de monitoring, donc UA, fonctionnent pour prévenir, pour arrêter les attaques sur les réseaux sans fil. Donc, pour résumer, les défenses ou les contre-mesures de UA avec la solution WITS et WIPS pourront détecter et prévenir les attaques suivantes. Ils peuvent détecter et prévenir les attaques float attack detection, ça veut dire les attaques par flooding, où on va envoyer plusieurs requêtes de connexion, donc ce qui va causer une délai de service. Donc on peut détecter et prévenir de ça. L'utilisation de systèmes de cryptage non sécurisés tels que le web. Donc le web, si on utilise le web comme système de sécurité, automatiquement notre système de prévention va prévenir et va stopper cette connexion, puisque c'est une connexion qui n'est pas sécurisée. Les attaques d'usurpation d'identité sont aussi détectées et bloquées en utilisant des systèmes de trust et de untrust. Alors, il est clair que pour réaliser des défenses telles que WITS et WIPS, il est clair que on se base, comme j'ai dit, sur des whitelists et des blacklists. Donc, on va revenir au point clé. C'est l'esprit 3A. C'est quoi l'esprit 3A? C'est la méthode de gestion 3A. Ce n'est pas un protocole, c'est une méthodologie de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire authentication, authorization and accounting. C'est quoi authentification? Ça veut dire c'est le fait d'authentifier les utilisateurs qui ont le droit d'accès au réseau. Deuxième point, c'est l'autorisation. Ça veut dire l'utilisateur qui est authentifié, il a le droit à quel service dans votre réseau. C'est l'esprit autorisation. Troisième esprit, c'est l'esprit accounting. Ça veut dire il faut enregistrer toutes les informations sur les ressources utilisées par cet utilisateur. Alors, pour assurer bien sûr le suivi et bien sûr comprendre quels sont les risques qui peuvent dire que cet utilisateur, peut-être que c'est un pirate ou non, ou il a dépassé ses droits. Donc, pour assurer cet esprit, on doit assurer ce qu'on appelle une certaine architecture. Donc, je n'ai pas jusqu'à maintenant parlé du contrôleur d'accès de UA. Donc,
Donc on a l'architecture sera le client, le point d'accès, et l'access controller, ou le contrôleur d'accès, qui est un serveur pour les points d'accès. C'est comme un serveur pour les points d'accès, c'est lui le directeur, on peut dire que c'est le directeur ou c'est le superviseur des points d'accès. On peut parler aussi d'un serveur d'authentification qui va aider le directeur des points d'accès pour ses décisions en ce qui concerne l'authentification des utilisateurs. Alors, comme j'ai dit, la méthode de travail 3A, c'est une méthode de travail, ce n'est pas un protocole. Donc, il peut être implémenté, la méthode 3A peut être implémentée par plusieurs protocoles. Donc, à savoir, Remote Authentication DLN User Services, ce qu'on appelle le service Radius. Donc, le service Radius, c'est un protocole client-serveur qui implémente le modèle client-serveur de façon distribuée. Il va permettre la procédure d'authentification. Il utilise IP, UDP, UDP-IP pour élaborer la procédure d'authentification, d'autorisation et d'accounting. Traçons un tout petit peu l'évolution des méthodes de sécurité utilisées dans les réseaux sans fil. Donc, on a en 1997 l'utilisation du cryptage basique web. Les clés étaient aisément, on peut facilement décrypter les clés. Voilà, juste par connaissance du SSID, spoofing, donc facilement réalisable. Donc pas de sécurité. On va dire que pratiquement pas de sécurité. Par la suite, on a les standards 3A, 802.1x avec l'implémentation de Radius, de technique EAP, standard EAP, ça veut dire Standard Extensible Authentication Protocol, avancement de la sécurité, des clés de sécurité, des clés de cryptage dynamique. Par la suite, à partir de 2013, on a l'existence des techniques standardisées WPA, WPA2, plus de sécurité. Techniques de cryptage telles que TKIP et CCMP, et une authentification utilisateur qui est stricte et plus évoluée. Donc, voilà, j'ai dit WPA, WPA2, Web. Donc, tous ces mots sont nouveaux. Donc, tout de suite, on va voir, ça veut dire quoi ça? Quels sont les critères d'encryptage? Et comment savoir quelle est la technique de cryptage la plus sécurisée, ainsi de suite. Donc, dans les réseaux sans fil, il faut séparer deux notions. La première notion, c'est la sécurité des données et leur confidentialité, et la confidentialité des utilisateurs. On peut faire pour ça, on peut faire ce qu'on appelle la notion de cryptage, crypter l'information. Donc on va parler d'algorithme de cryptage des données. Et le premier point, qui est le point d'authentification. Ça veut dire comment séparer l'utilisateur X de l'utilisateur Y. Comment authentifier l'utilisateur X en étant X et l'utilisateur Y en étant Y, un autre utilisateur qui n'est pas autorisé, avec un utilisateur qui n'est pas autorisé, tu n'es pas autorisé. Donc, pour cela, on va commencer premièrement par discuter le principe de l'authentification. Ça veut dire comment je vais reconnaître un utilisateur. Donc, on a dit premièrement que l'authentification et les deux, ça se sépare en deux types. Les systèmes ouverts, comme le cas présent, donc l'authentification système ouvert, c'est le mode qui est par défaut et le plus simple. Pourquoi le plus simple? Ça veut dire il n'y a pas de login de mot de passe. L'utilisateur n'ont pas besoin d'être authentifié dans ce mode. Donc vous allez juste envoyer send an authentication request, requête d'authentification, au point d'accès. Le point d'accès ne vérifie rien, il vous envoie, tout le monde est autorisé, il vous envoie un succès d'authentification. Donc
on ne peut pas séparer les utilisateurs. C'est un réseau ouvert. Alors, face à un système d'authentification ouvert, les entreprises proposent quelques méthodes de gestion intelligente, comme la méthode de gestion du service set identifié. On sait bien sûr qu'un client ne peut se connecter à un point d'accès que si tous les deux sont dans le même SSID. Alors, on propose de regrouper les SSID dans une zone ouverte, dans une zone bien connue, avec des droits d'accès au réseau, de telle sorte que les clients accès ouvert seront limités à ces zones-là. On peut aussi poser différents groupes d'accès. Par exemple, des utilisateurs SSID groupe 2 avec utilisateurs sont séparés des utilisateurs SSID groupe 1. Peut-être que ces utilisateurs auront le VLAN 1, les autres auront le VLAN 2 avec des droits d'accès différents. Comme ça, si l'utilisateur transite cette zone-là vers l'autre zone, alors il sera séparé de son SSID, donc il ne sera pas autorisé. Voilà. L'autre méthode, c'est de procéder avec une authentification. Si l'utilisateur a l'accès au support, à l'access point avec une authentification ouverte, pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle un filtrage par adresse MAC? Ça veut dire sauvegarder les adresses MAC des utilisateurs autorisés. Le serveur Radius, l'authentification avec Radius, pourra aussi permettre une authentification avec adresse MAC. Mais attention, les hackers ou les utilisateurs mal intentionnés pourront utiliser des adresses MAC des utilisateurs dans cette liste-là. Et donc, ils pourront avoir accès au réseau. Donc, il faut faire attention. Donc, l'idéal pour une sécurité, c'est le fait de faire une sécurité d'interface radio avec l'implémentation d'une sécurisation à une authentification à clé partagée. Ça veut dire c'est le fait d'avoir un clé partagé entre l'utilisateur et le point d'accès, et l'authentification sera à la base de cette clé. Donc, la procédure de l'authentification à clé partagée. Donc on a une clé qui est déjà, la même clé qui est déjà programmée dans le point d'accès et entrée dans le client. Donc le client envoie une demande d'authentification, requête. Le point d'accès répond en envoyant un paquet de challenge, ça veut dire un texte au clair. Ce texte-là va être crypté par le client, il va être envoyé au point d'accès. Le point d'accès, bien sûr, va aussi décrypter le challenge et le comparer. Donc, s'il voit que c'est identique au paquet reçu, alors donc, le client est authentifié. Il envoie donc une requête de succès d'authentification. Maintenant, le client et le point d'accès pourront faire la procédure d'association. Bien sûr, je ne vais pas parler de cryptage, je vais parler de authentification à clé partagée. Donc maintenant, authentification, on a aussi le cryptage de l'information qu'on va voir par la suite. Donc concernant les mécanismes d'authentification, on va voir maintenant l'architecture proposée I3E 802.1x. Donc c'est une architecture qui va faire l'authentification des clients selon trois étapes. Nécessitant 3 éléments dans l'architecture. C'est le supplicant, l'utilisateur qui demande l'authentification, l'authenticateur, l'authenticator, et le serveur d'authentification. Donc, cette procédure-là utilise comme des ports, par exemple, il considère chaque canal Wi-Fi comme un port. Alors, si l'utilisateur est authentifié, il va autoriser les data utilisateurs à passer. Si l'utilisateur n'est pas authentifié, il ne va autoriser que les canaux d'authentification, que les données d'authentification à circuler. Donc c'est ça, de façon générale, la procédure. Donc comme j'ai déjà dit, 802.1x, c'est une architecture, ce n'est pas un protocole. Alors il doit utiliser
le EAP, ce qu'on appelle Extensible Authentication Protocol, un protocole d'authentification pour, bien sûr, les paquets. Donc, I3E802.1x a proposé l'architecture, Supplicant Authenticator and Authentication Server. La EAP propose le protocole d'encapsulation qui sera utilisé pour authentifier les paquets qui vont pour faire la procédure d'authentification. Ça veut dire quels sont les paquets qui vont circuler pour faire la procédure d'authentification. Donc, le EAP considère un LAN header, le code identifié, le lint et la data encapsulée. Donc, il existe plusieurs types de EAP, Extensible Authentication Protocol. Ça dépend de la sécurité qu'on veut implémenter. Et le EAP MD5 se base sur un login et un mot de passe client. Le EAP TLS utilisant le Transport Layer Security avec une licence de sécurité. Donc, entre le client une licence et le serveur une licence. Le Channeled Transport Layer Security utilisant une licence serveur, sécurité serveur. Le EAP Protected EAP utilisant le certificat pour le serveur et le login et le mot de passe pour le client. On va maintenant donner l'exemple de l'authentification, de la procédure d'authentification. Dans le cas d'exemple, on va utiliser un serveur Radius. C'est le type d'authentification qu'on appelle un portail captif. Alors, la procédure est la suivante. Le client obtient temporairement une adresse IP pour l'accès de façon temporaire au processus d'authentification. Donc, il sera dans un VLAN ou dans un réseau qui est tout à fait séparé du réseau authentifié. Donc, il obtient une adresse IP. Automatiquement, ce client-là, il n'est pas connecté. Il va ouvrir son navigateur. Lorsqu'il va ouvrir son navigateur, on va ouvrir une requête HTTP. Donc, cette requête-là sera automatiquement par le contrôleur d'accès redirigée vers le serveur d'authentification ou le serveur web d'authentification. Donc, le client va envoyer, lorsqu'il sera redirigé au serveur web d'authentification, il va on va lui demander, bien sûr, dans la page web, qu'il va voir d'insérer son login et son mot de passe pour s'authentifier au réseau. Donc, il va envoyer son login et son mot de passe. Le serveur ou le portail captif va envoyer les informations au serveur Radius. Puis, il va envoyer les informations d'authentification, les résultats d'authentification au contrôleur d'accès. Le contrôleur d'accès va envoyer les résultats finalement à l'ordinateur. D'accord? Donc ça se procède comme en phase. Donc maintenant, une fois que l'utilisateur a réussi l'étape d'authentification, c'est-à-dire qu'il s'est authentifié, on connaît que l'utilisateur est autorisé à accéder au réseau. Donc il est autorisé à accéder au réseau, celui-ci doit utiliser un mécanisme permettant de protéger les données utilisateurs. Ces données, même s'il est authentifié, ces données-là, lorsqu'il va les envoyer sur son module radio vers le point d'accès du réseau de distribution, sont des ondes radio. Donc n'importe quel utilisateur pourra écouter ces ondes-là et venir enregistrer les paquets. Donc on doit protéger les trams Wi-Fi envoyés entre le module Wi-Fi et le système de distribution. Alors pour protéger ça, on a besoin d'algorithmes de cryptage pour crypter les paquets de données, les trames de données, pour les crypter. Donc le WLAN utilise trois principaux méthodes de cryptage. Le premier, tout à fait devenu abstrait, c'est le Wired Equivalent Privacy, ce qu'on appelle Web Encryption. Le deuxième, c'est Temporal Key Integrity Protocol, TKIP Encryption. Et le dernier, c'est le plus sécurisé, c'est Counter Mode with CBC MAC Protocol, CCMP Encryption. Voyons voir donc comment marchent ces protocoles de cryptage et
quelles sont leur fiabilité. Ici, on va essayer d'expliquer les méthodes de cryptage utilisées sans entrer dans des complexités mathématiques. Voilà, de façon très simplifiée pour comprendre l'efficacité de chaque méthode. Commençons par le cryptage web. Donc le cryptage web va prendre le clé saisi par l'utilisateur, le mot de passe utilisateur, et un vecteur d'initialisation. Ces deux vecteurs vont être utilisés avec un algorithme de mélange RC4 pour constituer le code ou le code qui sera utilisé pour le cryptage de l'information. Donc ce code de cryptage d'information va être multiplié en utilisant XOR avec ce qu'on appelle le texte réel pour nous donner texte sans cryptage, pour nous donner le texte finalement crypté. Donc pour le décryptage, bien sûr, il faut, dans le cas du web, il faut envoyer le vecteur d'initialisation. Il faut envoyer le vecteur d'initialisation et le texte crypté. À la réception, on va recevoir, à l'aide du vecteur d'initialisation et du clé déjà connu par le point d'accès, on va générer avec RC4 le key stream ou le clé de cryptage réel qu'on va multiplier XOR avec le texte crypté pour générer finalement le texte sans décryptage. Donc c'est ça la méthode utilisée. Alors, la faiblesse du cryptage web, c'est que tout le réseau utilise la même clé, une seule clé d'ailleurs. Alors, la longueur du vecteur d'initialisation utilisé en premier et qui est envoyé sur chaque trame, même s'il change, on peut facilement l'intercepter et il est de taille petite, ça veut dire qu'il se répète et on peut facilement donc l'intercepter et pouvoir déduire le clé initial et donc décrypter l'information. RC4 aussi reste un algorithme de mélange entre vecteur d'initialisation et clé de cryptage très simple. Et donc facilement on peut décrypter les informations. Donc la solution, c'est qu'on a abandonné l'utilisation de web pour des algorithmes encore plus intéressants. Voyons voir maintenant l'algorithme de cryptage TKIP, ou ce qu'on appelle Temporal Key Integrity Protocol. Voilà, il va utiliser RC4. Comme ça, pourquoi on a opté pour RC4? Comme ça, on ne va pas exiger le changement du matériel pour, bien sûr, en changeant la méthode de cryptage. Donc, les anciennes cartes vont être aussi utilisables en utilisant juste un upgrade logiciel. Aussi, le cryptage TKIP va utiliser une longueur encore plus grande, 24 bits jusqu'à 48 bits du facteur d'initialisation. Comme ça, donc la longueur du facteur d'initialisation plus lent, donc il ne va pas se répéter beaucoup, donc on ne va pas rapidement le déduire. Chaque utilisateur utilise son propre clé, donc on a un mécanisme de gestion et de management des utilisateurs. Donc chaque utilisateur aura son propre clé. Et le clé utilisé pour le cryptage de données utilisé et transmis de façon sécurisée. On utilise l'algorithme de Michel pour adopter et calculer l'intégrité des codes échangés. La dernière méthode de cryptage, le CCMP, change la méthode RC4. Il utilise le cryptage AES, qui est vraiment très fort par rapport au RC4. Donc CCMP, c'est Counter Mode plus CBC MAC. CCMP, c'est l'encryption, donc has the same distribution management mechanism. Il utilise le même mécanisme de distribution de gestion utilisateur comme TKIP, parce que c'est une méthode qui est aussi efficace. Les clés sont de l'ordre de 128 bits.
Et l'algorithme de cryptage n'est pas RC4, maintenant c'est l'algorithme AES. Donc il a su prouver sa valeur comme méthode de chiffrement. Donc c'est la norme WPA2. Voilà. Si on veut maintenant comparer les trois méthodes d'authentification, web, T-Keep et CCMP, donc on a les trois web et T-Keep utilisent le RC4, donc ils sont compatibles avec le même matériel. La clé dans T-Keep est plus importante que celle de web. Le vecteur d'initialisation aussi, donc les codes sont plus originaux, sont plus difficiles à trouver. L'intégrité de message, l'algorithme pour gérer l'intégrité de message, que les données ne sont pas altérées, on a le CRC, donc moins efficace, l'algorithme de Michel plus efficace. Et on a, pour la gestion des clés, pas de gestion de clés, clé unique pour tous les utilisateurs. Et on a une méthode de gestion de clés à 4-way handshake, ça veut dire à 4 étapes. Donc on a une méthode de gestion de clés. La même méthode, elle est dans la méthode CCMP, c'est la plus adaptée, la plus efficace, la plus sécurisée parce qu'elle utilise le protocole de cryptage premièrement AES. La clé est de l'ordre de 128 bits. Le vecteur d'initialisation est de l'ordre de 48 bits. Et là, pour la gestion de l'altération des données, parce que si les données sont altérées ou sont préservées dans utilisateur malveillant, préserve des paquets anciens et les envoyer, donc l'algorithme CBC pourra détecter si les données sont altérées. Et aussi la méthode de gestion des clés entre l'utilisateur. Chaque utilisateur a son propre clé. On a la méthode de 4-way handshake pour la gestion des clés. Voilà, je vous laisse ici un grand tableau qui parle de la méthode d'authentification utilisée, du cryptage qui va avec et de son usage. Donc ça résume globalement les méthodes d'authentification qu'on a vues, de cryptage et des méthodes d'utilisation avec portail, sans portail, ainsi de suite. Voilà, donc ici, on a aussi un résumé, méthode d'authentification ouverte, les méthodes d'authentification avec les partagées, les trois méthodes, ainsi que la méthode d'authentification ouverte, donc, et les avantages, les inconvénients. Donc, je vous remercie pour d'avoir suivi cette 6e partie. Donc, bien sûr, rendez-vous vers la partie suivante, donc qui va parler de la gestion, du mécanisme de gestion des interfaces radio. Donc, rendez-vous la prochaine présentation.